Alors, vous allez voir, je suis quelqu'un d'assez distrait, ce qui fait que j'ai égaré mes notes. Alors, je vais aller en freestyle. Donc, peut-être que certaines périodes seront pas tout à fait exactes, mais je ne vais pas vous embêter avec des chiffres, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, effectivement, je parle en tant que médecin gynécologue qui a fait naître tout plein de petits bébés. Qui a opéré des femmes de toutes les couleurs et pour tout un tas de pathologies. Et je parle aussi en tant que médecin humaniste, parce que je pense qu'aujourd'hui, la médecine est gravement malade et elle est gravement attaquée également. Tout récemment, Bill Gates nous a promis de nous remplacer, pas que les médecins évidemment, mais de remplacer la plupart des métiers par l'intelligence artificielle. Et ça a déjà commencé puisque vous avez des machines qui vous font des consultations ici. Si vous voulez accélérer ce remplacement, il suffit de créer des pénuries et c'est exactement ce qui se passe. Donc voilà, je pense que oublier que le premier médicament du patient, c'est le médecin, c'est commettre une grave erreur. Et on a vu au cours de la pandémie que nous, médecins, nous avons commis cette erreur, mais qu'en face, ils l'ont créée de toutes pièces et ils nous ont incités à abandonner nos patients et ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient parce que ça a causé beaucoup de dégâts. Alors quand vous attaquez l'humain, vous l'attaquez sous toutes ses coutures et de préférence le plus tôt possible. Donc la société, notre société civilisée, dite civilisée, a en principe pour tâche de veiller à préserver l'intégrité physique et mentale des personnes les plus vulnérables, donc les personnes, nos aînés, aux extrêmes de la vie, c'est pas toujours facile. Donc nos aînés ont été attaqués. Il y a aussi les personnes handicapées et bien sûr les enfants. Je suis devenue vice-présidente de l'ONES parce que la préoccupation que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment de préserver la vie sous toutes ses formes. On parle beaucoup de santé humaine, mais nous sommes dans un environnement qui est lui aussi en train de se modifier par l'intervention de l'humain. Et je ne vous parle pas du climat, je vous parle évidemment des pesticides, des OGM et de la disparition de la biodiversité qui va avoir un impact sur notre santé et qui va être une préoccupation majeure pour nos enfants et leurs enfants après eux. Et donc, j'ai accepté avec joie de devenir vice-présidente de l'ONES. Et je pense que jusqu'à présent, c'est une association qui a fait preuve de beaucoup de transparence et d'intégrité. Et alors, je vais aussi, évidemment, vous parler un tout petit peu de mon parcours personnel. Je suis maman de 3 enfants, donc jeunes adultes aujourd'hui, j'en ai un qui a 17 ans. Je suis aussi née dans une famille d'artistes. Et donc, j'ai expérimenté très tôt dans ma vie d'être différent. Et de se poser des questions sur... Ça marche mieux sans le cache, j'ai déjà remarqué ça aussi pour les photos. Mais l'intelligence artificielle, elle l'aurait vu tout de suite, ça. Voilà. Donc, j'ai expérimenté très tôt dans ma vie qu'on pouvait voir le monde avec différents prismes, qu'il ne fallait pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Et j'avais des parents très révolutionnaire, un peu anarchiste, des 68 arts aussi, donc c'était un petit peu olé olé à la maison. Et donc, je tiens beaucoup à dire que la sexualité des adultes ne m'intéresse pas, qu'on fait ce qu'on veut entre adultes consentants, que ma mère ayant vécu 30 ans avec mon père et 30 ans avec une femme, je n'ai absolument aucun problème avec l'homosexualité. Et qu'ici, on va se concentrer sur ce qui concerne les enfants. Alors, il y a
il faut comprendre les racines du problème. Ça remonte à très longtemps. Bon, on peut discuter de la création des banques et même avant, on ne va pas remonter si loin. Mais il y a des personnes comme ça qui ont émaillé l'histoire de l'humanité par des réflexions qui nous impactent encore aujourd'hui. Et je pense à Thomas Malthus, qui, au milieu du XVIIIe siècle, a eu un stress. Il s'est rendu compte tout à coup qu'en fait, les gens se reproduisaient plus vite que les terres agricoles ne se multipliaient. Et donc, il a dit, mais en fait, les terres agricoles, on peut les additionner, mais les bouches à nourrir, elles vont se multiplier. Et à un moment, sur cette planète, on sera trop, on ne pourra plus nourrir tout le monde. Et donc, ça a été repris avec enthousiasme par le Club de Rome, qui, en 1972, j'ai failli parler belge, donc en 1972, a sorti le fameux rapport Meadows, qui effectivement explique très clairement qu'il va falloir limiter la natalité pour voire même dépeupler pour pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde et en particulier de ceux qui aiment bien manger du caviar et boire du champagne, bien sûr, qui n'ont aucune intention de nourrir l'Afrique avec tout le fric qu'ils ont, mais ils ont bien l'intention de la vacciner par contre. Entre parenthèses, un enfant mal nourri n'aura pas une bonne immunité et le vaccin, quel qu'il soit, ne fonctionnera pas bien. Donc, ça, c'est déjà un personnage assez emblématique. Et dans son sillage, on a vu des grands penseurs comme Sir Francis Galton, qui a eu son heure de gloire, puisqu'il a donné une conférence très appréciée devant un auditoire de médecins pour expliquer qu'il existait des races supérieures et les autres, et qu'il fallait avoir un hygiénisme racial. C'est le père de l'eugénisme, en fait. Puis vous avez une femme, parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Donc il y a des femmes très importantes aussi dans notre histoire. Une femme qui est Margaret Sanger, qui a fondé le planning familial et qui disait que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant pauvre, c'est de le tuer, puisqu'on ne va pas pouvoir le nourrir autant qu'il meurt. Et je suppose que c'est pour ça qu'aujourd'hui, en Californie, il y a un projet de loi qui est né et qui vise à promouvoir l'avortement jusqu'à plus 7 jours. Donc, ils n'ont pas réussi à faire passer le projet plus 28 jours, mais ils ont réessayé avec plus 7 jours. Et je n'ai pas trouvé à l'heure actuelle où ça en était, parce que j'imagine qu'ils l'ont un peu mis en dessous des cartons à cause de ce qui se passe aux États-Unis. C'est un petit peu mal vu, à mon avis. Mais bon, on sait que la Californie est un État qui a été pionnier dans beaucoup de mauvaises choses. Donc, ça veut dire quoi, l'avortement plus 7 jours? Ça veut dire que si votre bébé ne vous plaît pas, vous avez le droit de l'éliminer dans les 7 jours, et que si quelqu'un essaye de s'y opposer, il va en prison. Ou en tout cas, il a des amendes. Voilà, ça c'est le projet, et que personne ne peut reprendre la souveraineté de la mère. Il faut se méfier aussi de certains mots, puisqu'on joue avec les mots. N'oubliez pas, je suis aussi écrivain, donc j'aime beaucoup voir le sens des mots, la façon dont on l'a perverti. Typiquement, c'est la novlangue de Orwell. Et donc, aujourd'hui, la souveraineté, on est en train de la retourner contre nous. Donc, cette maman souveraine a le droit d'éliminer son enfant s'il ne lui plaît pas, s'il pleure trop, s'il est, je sais pas moi, trop petit, pas la bonne couleur de cheveux, j'en sais rien. Donc, Margaret Sanger a dit ça il y a bien avant la Californie. Et donc, elle a aussi travaillé avec un certain Gregory Pincus, un gynécologue, pour pour découvrir et promouvoir la pilule contraceptive, qui aujourd'hui reste un outil que j'utilise, mais sur lequel il faut se poser quand même quelques questions, je pense. Et donc, c'est vrai que c'était un peu plus simple, plutôt que de tuer le bébé, de ne pas lui permettre de s'implanter dans le ventre de sa mère. Donc, on va dire qu'effectivement, dans un contexte où la vie était très difficile pour certaines familles, c'était bien. Parce qu'il y a toujours un côté, une phase A et une phase B.
Donc, vous avez toujours un bon côté. L'intelligence artificielle, elle nous permet des choses. Grâce à ça, on va pouvoir filmer, on va pouvoir corriger éventuellement les vidéos, couper et tout. Donc, ça doit rester des outils au service de l'humain. Mais quand on voit que dans l'entourage de Margaret Sanger, il y a un monsieur, je crois qu'il s'appelait Hirsch, qui est parti conseiller Hitler pour qu'il fasse les bons choix dans la sélection de la race performante, la race aryenne, eh bien, on peut vite se rendre compte que la philosophie de ces gens-là était problématique dès le départ. Et ainsi est arrivé le fameux Alfred Kinsey, sur les travaux duquel l'OMS s'appuie pour aujourd'hui promouvoir l'éducation à la vie affective, relationnelle, affective et sexuelle dans les écoles. Sur base de ça, on a inventé la citoyenneté sexuelle. Alors, ça ne veut rien dire, puisque la sexualité, normalement, c'est de l'ordre de l'intime, mais c'est devenu une revendication. Je vous rappelle que l'OMS est un organisme qui est non élu et qui est aujourd'hui très largement subventionné par des entreprises privées. C'est loin d'être un organisme qui est indépendant. Malheureusement, il donne le la pour 194 pays dans le monde, c'est-à-dire quasiment tous, et ça lui donne beaucoup de pouvoir. Donc l'OMS a décidé de cibler l'Europe en sortant son manuel des droits sexuels de l'enfant ou les droits à la sexualité de l'enfant, peu importe, et ça en se basant sur les rapports de M. Kinsey. Alors Alfred Kinsey était un entomologiste spécialiste des abeilles et il avait des mœurs très perverses, ce qui a sans doute justifié que le père Rockefeller paye ce monsieur pour faire des études sur la sexualité humaine. Alors il y a un versant adulte dont on ne parlera pas parce que ça ne nous regarde pas, et un versant enfant avec des tableaux qui indiquent des périodes de masturbation par 24 heures sur des enfants très très jeunes. Il y a parfois des bébés de quelques mois. Et il est décrit donc des orgasmes à répétition. Orgasmes à répétition étant des cris, des pleurs, des convulsions, des pertes de connaissance. Donc ce que aujourd'hui le docteur Régis Bruno qualifie de crise d'épilepsie en fait. Et en tout cas des mouvements qui montraient bien que l'enfant a essayé de se débattre. Mais de toute façon, des orgasmes par 24 heures, je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà masturbé pendant 24 heures dans cette salle, mais c'est juste la folie. Oui, Hervé, je sais, mais à part Hervé. Donc, c'est de la torture. C'est vraiment, véritablement de la torture. Donc, Alfred Kinsey, pour avoir un nombre suffisamment élevé de cas à rapporter dans ses tableaux, a demandé la collaboration de pères de famille dévoués à la cause et d'un certain nombre de repris de justice qui étaient emprisonnés pour pédophilie. Donc, je suppose qu'on les a laissés sortir pour participer à ces passionnantes études. Et donc, ça a permis à Alfred Kinsey d'être la coqueluche des universités, et c'est le père de la révolution, la révolution sexuelle, en fait, de la libération sexuelle. Donc, quelque part, il a jeté les bases de mai 68. Désolée, papa, maman, mais voilà. Et dans la foulée, une autre personnalité est apparue, c'est John Money. Mais pour en terminer avec Alfred Kinsey, quand il est décédé dans des circonstances assez tragiques, puisqu'il s'est, je pense, pendu par les testicules, accidentellement, hein, c'est pas un suicide, dans un essai de recherche d'orgasme ultime, il n'est plus là pour nous dire si ça a marché, eh bien, ça a jeté un petit froid, et donc
on a fait en sorte de continuer à s'appuyer sur ces travaux, bien sûr, mais de changer le nom de l'organisme. Et maintenant, ça s'appelle CIECUS. Et le CIECUS, c'est aux États-Unis l'organisme qui est en charge de conseiller et de promouvoir l'éducation à la sexualité et de déterminer ce qui est la bonne sexualité ou pas et de transmettre ça aux enseignants. Et c'est logé dans les bâtiments de la Fondation Kinsey. Donc c'est clairement le continuum, mais plus discret. CIECUS a d'ailleurs été largement subventionné par le magazine Playboy et M. Hafner, qui a, en son temps, été accusé de détention et de propagation d'images pédopornographiques, puisqu'il y avait des enfants nus dans les magazines. Et il y a même eu un bras annexe pour les scouts, promotion de la sexualité dans les mouvements scouts. Et donc, il y avait des scouts tout nus. Je pense que ça n'a pas fait long feu, mais ça a été dans le sillage de tout ça. Et le CIECUS a continué, mais plus discrètement, à recevoir des subventions de ce type de personnage. Donc, John Money, lui, c'était un psychologue qui a été consulté par des parents en désarroi parce que ses parents avaient des jumeaux et un des jumeaux ils ont dû subir une circoncision pour des raisons médicales et un des deux jumeaux a perdu son pénis. Je félicite ici les chirurgiens qui ont si bien géré le cas et qui ont jugé bon d'amputer le pénis. Et donc les parents démunis ont consulté le médecin, enfin vous voyez là, j'aurais dû avoir mes notes parce que je ne sais plus s'il était psychologue, psychiatre ou juste cinglé. Donc, c'est pas incompatible, hein, on peut être médecin et cinglé. Ah, si. Et donc, il a conseillé d'élever l'enfant comme étant une fille, de l'appeler, je crois, Brenda, et de cacher aux deux la vérité. Et évidemment, à la puberté, cet enfant à qui on n'avait, je ne pense pas, laissé les testicules, avait quand même, parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a dans notre histoire une période qui s'appelle la vie intra-utérine. Et ça s'appelle la vie intra-utérine, c'est qu'il s'y passe des choses importantes. Qu'on voudrait aujourd'hui nous voir négliger, puisqu'on nous dit que ça marche aussi très très bien de faire pousser des bébés dans des utérus en plastique, qui seront régulièrement retournés, j'imagine, par des robots pour bien griller sur tous les côtés. Et donc, pendant la vie intra-utérine, eh bien, il se passe des tas de choses au niveau hormonal. Et il va se passer surtout des choses au niveau du cerveau. On oublie ça, mais on en a un. Et on devrait s'en servir plus souvent. Et pendant la vie intra-utérine, ce cerveau va être imprégné par les hormones qui sont dominantes dans le petit corps, parce que ce petit corps a déjà des récepteurs, soit pour la testostérone, soit pour les œstrogènes et la progestérone. Et donc, tout ça, ça va impacter le comportement. Et à la puberté, cette pauvre Brenda, c'est pas du tout sentie bien en fille, avait un comportement plutôt de garçon. Et on va dire que je suis sexiste. J'ai joué aux petites voitures quand j'étais enfant aussi. Mais bon, à chercher le contact des garçons, voulait jouer au football, voulait jouer aux voitures, voulait chercher la bagarre. Enfin, très, très mal à l'aise dans sa peau de petite fille. Et en grandissant, les parents ont fini par dire la vérité. Ça s'est très mal terminé tout ça, puisque il a essayé de se faire opérer pour détransitionner. C'est le premier détransitionneur. Ça n'a pas fonctionné aussi bien qu'il l'espérait, et ce qui devait arriver arriva. Il s'est suicidé et son frère est mort d'une overdose. Donc, on voit bien que ça démarre sur une histoire tragique, mais pourtant, ça a été adopté avec enthousiasme par les intellectuels de l'époque qui
qui aujourd'hui ont transmis le flambeau à tous ces groupes militants qui ne comprennent pas la différence entre un enfant et un adulte et qui pensent que ça fait partie des droits, puisqu'on est tous souverains, les enfants aussi, ils ont le droit de choisir. Et on oublie complètement qu'il y a la biologie dans tout ça et que nous avons des chromosomes et qu'il n'y a rien à choisir dans cette affaire. John Money n'a pas fait que parler de la théorie du genre, il a aussi évoqué l'inceste érotique qui vient d'un amour trop important des parents pour leur enfant, ce qui fait que ça c'est bienveillant ça, donc il ne faut pas s'en émouvoir. Si ça vient d'un parent qui aime son enfant, tous les abus sont permis. Tandis que si c'est un étranger malveillant, alors là c'est autre chose. Et donc il a réussi à créer une dissonance cognitive dans le cerveau de beaucoup de gens, puisque vous trouvez maintenant des défenseurs de la pédophilie sur YouTube sans problème. C'était le TEDx, un des TEDx de 2022, je n'ai plus la date, où une jeune fille, tout à fait mignonne d'ailleurs, explique que c'est juste une variante de l'amour, de la sexualité normale, tout comme on nous a dit la même chose de la zoophilie d'ailleurs. En Espagne, c'est dépénalisé depuis février 2023, puisque c'est de l'amour du moment que l'animal ne se plaint pas au commissariat. Donc voilà, vous avez en France des gens qui ont fait des manifestations avec leurs chiens pour pouvoir obtenir le droit de violer l'animal. Avoir la tête des chiens, ce n'était pas l'enthousiasme de leur côté, mais ils étaient quand même à la manif malgré tout. Donc on est dans un monde qui marchandise le corps à toutes les sauces, à tous les âges et sous toutes ses formes. Et donc la vie n'a plus vraiment d'importance puisque l'intelligence artificielle est bien supérieure à nous. Et donc dans tout ça, eh bien, l'OMS a décidé de se lancer dans cette croisade pour la sexualisation des enfants, pour les droits sexuels, puisqu'ils ont des droits. Et ça veut dire que dès 0 ans, ils vont pouvoir avoir accès à la masturbation, mais comme ils sont un peu maladroits, eh bien, ça va être accompagné de partenaires adultes. C'est décrit comme ça, des partenaires adultes. Donc, c'est en toutes les langues, les directives de l'OMS. Donc, quand vous allez voir en espagnol, Ariane Biran l'a bien lu parce qu'elle elle dit cette langue, elle a bien découvert qu'en espagnol, à 6 ans, on parle de rapport con penetración, avec pénétration. Donc, on est sur des droits de qui exactement c'est pas très clair parce que les partenaires adultes vont initier les enfants qui, eux, vont être informés qu'ils peuvent consentir. Donc un enfant, c'est toujours bien emballé, c'est toujours sous le couvert de bonnes intentions, sous couvert de prévention, de protection, parce qu'il y a des parents incestueux, parce qu'il y a des familles dysfonctionnelles, parce qu'il y a des endroits où les enfants sont effectivement en présence de pédophiles, ce qui n'est pas normal. C'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Mais on sait que forcément, là où il y a des enfants, il y a des pédophiles qui vont être attirés. Donc on doit être beaucoup plus rigoureux. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas que les enfants... c'est pas on doit être mis devant le fait accompli qui sont en présence de pédophiles, c'est qu'il n'y a absolument pas de punition à la hauteur de la faute. Je pense qu'il y a 3% des plaintes qui donnent des débouchés sur de vraies sanctions. Et regardez votre juge à Lyon, je pense, qui offrait sa fille de 12 ans au plus offrant et qui a pris que 6 mois avec sursis, sous prétexte qu'en fait, personne n'avait acheté la gamine. Ouais. Il a essayé, donc c'est inacceptable, bien entendu. Mais dans un système qui dysfonctionne, il n'y a pas que la médecine qui est malade, il y a tout, y compris la justice. Donc, sans compter que dans certaines confréries, on va dire, il y a des rites de passage qui incluent des effractions sur des enfants. Et c'est très pratique aussi pour
pouvoir verrouiller son pouvoir sur les autres, parce que vous pouvez facilement faire chanter des gens quand vous les avez pris en flagrant délit d'actes aussi graves que d'actes pédophiles. Donc, tout ça se mélange, ce qui fait qu'aujourd'hui, on nous dit, pour préserver les enfants, eh bien, il va falloir leur apprendre le consentement. Donc, si un enfant peut apprendre à dire non, ben, c'est qu'il peut apprendre à dire oui aussi, en fait. Et à partir du moment où l'enfant a dit oui, ben, c'est pas grave, puisqu'il était d'accord. Mais comment un enfant peut-il comprendre ce que veut dire un rapport avec pénétration? Eh bien, là encore, on nous dit, ben justement, c'est le rôle de l'école, on va leur apprendre. Et donc, on est dans une inversion des valeurs où les parents, les adultes de notre société se comportent comme, et sont traités aussi comme des enfants, et les enfants qui sont responsabilisés pour tout le monde. Souvenez-vous qu'ils devaient protéger papy, mamie en portant un masque, en faisant pas de bisous, en acceptant de se faire tester, et certains même injectés. Donc, on a donné là une responsabilité à des enfants sans que personne ne sache ce que ça allait donner, sauf très probablement ceux qui ont fabriqué ces produits. Et ne croyez pas qu'ils étaient expérimentaux. Ils étaient très expérimentés. Et ils savent parfaitement ce qu'ils ont fait. Alors, donc, on nous dit l'enfant, voilà, il va apprendre à dire non, donc ça va le sauver. Je suis sûre que ça va faire changer d'avis les pédophiles. Si l'enfant dit non, c'est clair qu'ils vont s'en aller. Donc, mais on va aussi proposer à l'enfant de regarder du porno. Parce que vous avez bien vu qu'il n'y a pas moyen de censurer les médecins qui pensent autrement. Pardon, il n'y a pas moyen de censurer le porno. Donc, on est bien obligé de leur apprendre à le regarder avec un esprit critique. Et s'ils souhaitent, eux, envoyer des sextos et des nudes, donc c'est quoi un sexto? C'est un texto à caractère sexuel. Et des nudes, ce sont des photos de soi dénudées. Eh bien, il faut qu'ils le fassent bien et qu'ils ne soient pas identifiables. Donc, on va leur apprendre ça à 9 ans. Hein, ça va, c'est pas tout de suite, hein, à 9 ans. Il faut d'abord qu'ils sachent plus ou moins écrire. Donc, c'est dans le programme, en tout cas en Belgique. Hein. Peut-être que c'est pas chez vous, mais ça va, rassurez-vous, ça va venir. Donc, tout ça mis dans les mains d'enfants qui ont parfois des petits frères et des petites sœurs, et en leur expliquant que finalement c'est pour le plaisir, qu'ils ont le droit d'avoir du plaisir, c'est vrai, ils ont le droit d'avoir du plaisir, ils ne sont pas obligés de l'avoir de façon sexuelle. Et donc, on va éveiller un intérêt à l'âge où les enfants sont curieux de tout. Donc, on va évidemment détourner leur attention vers la sexualité et tous les jouets qu'on va leur montrer, au lieu de les garder attentifs et intéressés à l'apprentissage de la langue, de l'écriture, de la lecture, des calculs, de l'histoire, de la nature, etc. Donc, on va abêtir les enfants en plus. Hein, donc, non seulement on va en faire des pervers, parce que les enfants ils vont copier, c'est évident, c'est comme ça que ça marche. Donc, puisque l'adulte dit que c'est bien, ils vont le faire. Mais en plus, on va restreindre leur champ d'apprentissage à des choses qui leur donnent un plaisir immédiat. Ça vient de la dopamine. Hein, donc, la dopamine, c'est la récompense pour le cerveau. Et donc, il va y avoir une addiction à la dopamine, ce qui va plus tard permettre de leur vendre des jeux vidéo, de la drogue, du porno et bien sûr qui va les rendre accros aux achats compulsifs, mais qui ne va pas favoriser une sexualité épanouie parce qu'ils auront été pervertis. Et Freud le dit très très bien, parce que je ne l'ai pas cité, c'est quelqu'un d'important, d'autant plus qu'on a complètement détourné son travail. Freud avait été lui-même victime dans son enfance de son propre père, ce qui lui a
permis de comprendre beaucoup de choses. Et Freud a, en allemand, c'était sa langue, il était autrichien, a bien différencié les deux termes. La période de latence de l'enfance, quand l'enfant n'est pas du tout intéressé par le sexe, il a quand même un corps qui est vivant, bien sûr. Donc, ses organes génitaux aussi, ils sont vivants, et quand il les touche, il les sent, et donc c'est ce qu'on appelle la génitalité. Les enfants sont sexués aussi. Ils ont une sexuation masculin ou féminin, et ça n'est pas attribué à la naissance comme on prétend aujourd'hui, mais c'est juste constaté parce que c'est une réalité. La biologie est une réalité. Et les cas d'ambiguïté sexuelle sont extrêmement rares. On peut d'ailleurs se poser des questions sur le fait, c'est un cas sur 15 000 naissances, je pense, avec toutes les déclinaisons, ça peut être très léger. Et donc là, on peut aussi se poser des questions sur la pollution de l'environnement quand même, parce que ce n'est pas le rôle du médecin de cacher des pollutions majeures avec des perturbateurs endocriniens et d'embarquer tout le monde dans pire en donnant en plus des hormones et des bloqueurs de puberté, mais malheureusement, il y en a qui le font, il y en a beaucoup. Qui le font parce que, sous couvert de tolérance, d'ouverture d'esprit, on manipule aussi les médecins. Ils ne sont pas plus malins que vous, au contraire, plus éduqués, plus formatés et plus endoctrinés. Donc, ici, l'idée du... je me perds parfois, il faut me pardonner. Donc, l'idée d'apprendre tout ça aux enfants, ça va permettre qu'ils aient une sexualité finalement extrêmement centrée sur eux-mêmes et plus du tout basée sur l'échange avec d'autres et éventuellement la reproduction. Et là, encore une fois, que ce soit homosexuel ou hétérosexuel, je m'en fiche. Mais pour la reproduction, c'est quand même plus facile quand il y a un partenaire de chaque sexe. Même si on essaye de nous faire croire aujourd'hui que ce n'est pas vrai et qu'il y a des enfants qui ont deux papas ou qui ont deux mamans, il y a quand même eu une gamète de l'autre sexe. Et c'est très important que les enfants le sachent. Parce que là, on est en train de leur prendre leurs racines et de leur cacher des choses. Mais dans une société qui délire, rares sont ceux qui arrivent encore à toucher le sol. Et donc, on va aussi... du fait de cet appauvrissement de l'intérêt des enfants, on va automatiquement avoir un appauvrissement de l'intelligence sociétale, de l'intelligence verbale. Et donc, vous allez avoir des jeunes qui ne sont plus capables d'exprimer leurs émotions et qui vont donc passer plus vite à l'acte. Ils vont souffrir d'intolérance à la frustration et ça va faire des jeunes violents. Ça va faire des citoyens violents. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Hein. On voit, déjà, il faut écouter certaines musiques, certains rappeurs qui incitent à la haine et à la violence. Et les jeunes ils n'ont même plus 500 mots de vocabulaire. Donc, comment voulez-vous exprimer votre mal-être? Et il est réel, le mal-être. Il est réel. Ce n'est pas en transitionnant que ça ira mieux. On est en train de leur voler leurs rêves et leur avenir, de leur prendre leurs racines. On défend plus. Qu'est-ce que c'est que devenir adulte aujourd'hui? Ça n'est plus enviable, ça n'est plus désirable. On a des adultes qui font des bullshit jobs, comme on dit, donc des métiers tout juste alimentaires et encore, qui les épuisent, qui les désabusent, qui les formatent et qui les appauvrit aussi intellectuellement. Et la seule chose qu'on leur propose pour se détendre, c'est les jeux vidéo ou les séries Netflix. Donc c'est vraiment une catastrophe. Qu'est-ce que vous voulez que les enfants aient envie de devenir comme ça, franchement? Alors qu'un enfant, ça a besoin de courir dans la nature, ça a besoin de se confronter aux autres, ça a besoin de faire des expériences, mais pas sexuelles. Et donc, on va avoir une société dangereuse, hypersexualisée, extrêmement abétie, inculte, et donc très, très, très facile à manipuler. Et on a
nous-mêmes déjà été victimes de ça parce qu'on a oublié de regarder avec nos yeux, on regarde avec nos écrans maintenant. Et on ne croit plus ce que nos yeux nous disent. Moi, je les ai attendus, les gens qui tombent morts dans la rue. Il y avait les Chinois, il y a un Chinois, il marche, il tombe, raide mort. Justement, il y a quelqu'un qui filme et qui ne se précipite surtout pas pour l'aider parce qu'on ne sait jamais que c'était contagieux, ce truc-là. Et donc, on nous met ça sur les réseaux. Mais je me suis dit, ça va arriver parce que moi, j'y ai cru à tout leur machin là, au début. Hein. Je me dis, ça va arriver, mes patientes vont tomber, bah, je vais en trouver une sur deux, je vais devoir les enjamber dans ma salle d'attente, je sais pas, rien du tout, évidemment. Donc, on nous crée une réalité virtuelle. On va aussi de plus en plus voir les jeunes avec leur casque de réalité virtuelle. On parle d'enseigner en réalité virtuelle. Vous imaginez les dégâts sur le cerveau? Ça va être majeur, mais ils vont y aller sans problème parce qu'on leur aura appris tout ça comme étant des progrès formidables, leur souveraineté, la facilité aussi. De toute façon, pourquoi se fatiguer? ChatGPT est bien plus intelligent que nous, donc c'est pas la peine de se fatiguer à apprendre quoi que ce soit. Et donc, ce qui va venir aussi, c'est qu'on va leur proposer, leur proposer des causes à défendre. Le climat. Il faut défendre la planète. Moi, je suis d'accord, il faut défendre la planète. On est en train de la détruire, on la pollue, on l'exploite, on l'abîme de tous côtés. Donc, et après, on nous dit non, mais s'il n'y a plus d'abeilles, on va polliniser avec des drones, on peut polluer les sols parce qu'on va trouver une formule magique pour les dépolluer après parce que la science, elle est formidable. Et si on n'a plus de matières premières ici sur la Terre, on va aller dans les océans chercher les métaux ou faire des navettes spatiales pour aller en quoi? Je ne sais pas, en carton. Pour aller chercher des métaux sur les astéroïdes, mais c'est complètement délirant en fait, ça n'est pas réaliste du tout, ça n'est pas réalisable tout simplement. Il faut écouter Aurore Stéphane quand elle parle des fonds marins, bon, ça détruit tout leur machin là pour aller chercher les métaux, et puis ça n'est pas exploitable parce qu'on n'a pas la possibilité technique de les extraire, ces métaux. Ils ne sont pas sous une forme accessible à notre technologie et il nous faudra encore beaucoup de temps pour y arriver, donc ce n'est pas une solution. Et puis aller détruire les fonds marins sous prétexte de récupérer un peu de métal, pour ça vous devez construire un appareil, enfin une machine qui fait l'équivalent d'un immeuble de 7 étages en métal. Donc on est chez les fous ici. Et donc je pense que c'est pour ça aussi que l'intelligence artificielle, elle va se planter, parce qu'elle n'aura pas la matière première pour se développer comme il voudrait qu'elle se développe. Mais en attendant, tout ça, on ne le dit pas aux enfants. Et donc on leur propose de lutter pour le climat et de faire c'était les Jeux d'hiver, ou je ne sais pas, enfin, je sais pas si vous avez eu aussi des manifestations des étudiants dans les rues toutes les semaines pour la planète, pour suivre, comment elle s'appelle déjà Greta Thunberg, qui elle, est une victime du système, évidemment. Hein. C'est marrant parce que, en petit aparté, chez les Amish, il y a très peu de cas d'autisme. Et on peut se demander si... il paraît que c'est la maladie du siècle, l'autisme, maintenant, et qu'il faut faire... Chez nous, il faut courir. Ils ont dit qu'il faut courir 250 km pour la recherche pour l'autisme. Je dis, bah, il me semble que les adresses de Pfizer, Merck, Sanofi, GSK, Moderna, c'est pas si loin, faut pas courir 250 km, c'est plus près. Puis on leur enverra un mail pour leur parler de l'autisme. Donc, on propose ça aux jeunes, et puis on leur propose, leur grande cause, c'est la cause des LGBT, QIA+, et si affinité. Et donc, les 4 premières lettres, j'ai suivi, après, je vous avoue, je suis perdue. Non-binaire, non-genré, fluide de genre, licorne, loup, frigo, je ne sais pas. Alors moi, personnellement, je ne mets pas mon frigo à l'école. Je ne sais pas si voilà. Donc il y a des parents qui, dans leur grande logique, vont mettre leur enfant à l'école, puis vont voir les enseignants et le chef d'établissement pour dire qu'ils exigent une pièce où on met de la litière parce que l'enfant se prend pour un chat. Alors, je suppose qu'ils lui donnent de la pâtée pour chat, mais pourquoi ils le foutent à l'école? Et pourquoi ils lui mettent des vêtements? Vous habillez vos chats?
Enfin, on est vraiment, je vous dis, les adultes ne sont plus des repères. Comment un enfant peut-il se construire dans une société où les adultes sont aussi cinglés? Donc, c'est quoi une société saine? C'est une société qui va tenir sur 4 piliers. Les piliers de la maison d'Ariane Biran. Le premier pilier, c'est l'interdit du meurtre. C'est déjà un peu moins vrai ici, puisque dans certains cas, on peut quand même tuer. Donc, ça dépend de la couleur de la personne qui tue aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, les punitions sont maintenant en fonction des couleurs. Parce qu'il faut être plus tolérant avec ceux qui ont beaucoup souffert et qui sont arrivés ici grâce à George Soros en petit bateau. Je me trompe beaucoup, c'est parce que j'ai pas mes notes. Voilà. Donc, je n'ai rien contre les gens qui viennent d'ailleurs, hein, mais je pense qu'ils seraient plus heureux dans leur pays pour peu qu'on les nourrisse et qu'on leur permette d'y vivre en paix, en fait. Parce que c'est là-bas qu'elles sont leurs racines et c'est là-bas quelle est leur culture. Et s'ils viennent ici, il faut les intégrer. Il faut un vrai travail d'intégration. On n'a pas à laisser des ghettos de non-droit et des endroits où ils font vraiment des communautés fermées parce que ça c'est dangereux. Et vive la société multiculturelle quand il y a un vrai partage. Voilà. Je pense que néanmoins, ils seront un peu plus réticents sur la transition de genre dans le monde musulman. Ils vont se faire avoir autrement, à mon avis. Donc le deuxième pilier de la maison, c'est l'interdit de l'inceste. Oui, mais on vient de voir que l'inceste, quand c'est par une érotisation excessive de son enfant parce qu'on l'aime trop, c'est permis. Enfin, c'est pas grave, en fait. Puis, de toute façon, comme ça, il prend de l'avance sur ses devoirs, et puis c'est bon. Donc là aussi, on a déjà scié 2 piliers de la maison. Le troisième pilier, c'est la différence des sexes. Ah tiens. Ah oui, mais maintenant on a le choix. On peut changer. Donc, le troisième pilier, il est pulvérisé. Et le quatrième pilier, c'est d'être issu d'une transcendance, d'avoir une généalogie. Oui, mais si vous vous auto-engendrez, aujourd'hui je suis licorne, demain je suis la lune, après-demain je suis quand même un garçon, allez, une fois de temps en temps. Eh bien, vous n'avez plus besoin de parents, vous n'avez plus à leur devoir rien du tout, vous n'avez pas à les écouter, vous n'avez pas à les respecter, et de toute façon, ils sont occupés. Donc, on a, c'est pas le trio, c'est le quatuor gagnant, et tout ça, c'est une atteinte directe à la famille. Et en plus, bien sûr, ils sont passés par l'interdiction le changement des noms des congés. Il n'y a plus de congés de Noël, il n'y a plus de congés de Pâques. D'ailleurs, chez nous, en Belgique, ils ont même carrément déplacé le congé de printemps pour qu'il englobe la fête des mères. Il n'y a plus de fête des mères. Maintenant, il y a une seule fête, c'est la fête de ceux qu'on aime. Parce qu'il y a des enfants qui ont 2 papas. Et parce qu'il y a des enfants qui ont 2 mamans. Donc, mais oui, c'est vrai, c'est une réalité, ok. Bon, encore une fois, c'est important de leur dire qu'au départ, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais où il y a peut-être des enfants qui sont orphelins, bien sûr. Il y a toutes sortes de cas de figure. Et on peut, je pense qu'il est important de leur accorder un jour de tristesse quand même. Bon, plus qu'un jour au début, mais je veux dire, avec le temps, ils n'y pensent pas tous les jours, mais néanmoins, quand ça revient, cette fête-là, il y a un manque, c'est réel, mais on ne peut pas le masquer parce que ça fait partie de ce qu'on est. On est en train d'effacer nos émotions aussi. Et donc, ces enfants, ils ont le droit de pleurer leur maman ou leur papa disparu. C'est très important. Ah non, maintenant, on va faire comme si c'était jamais arrivé et on va tous se réjouir. Et donc, on va proposer à ces enfants de choisir, à nos enfants, de pouvoir choisir. Et comme le choix est toujours un petit peu délicat et qui nécessite du temps, eh bien, on va leur offrir ce temps en empêchant la puberté d'arriver. C'est-à-dire en donnant des bloqueurs de puberté, la goserelline, la triptorelline, les analogues et la LHRH. C'est quoi? Ce sont des substances qui imitent les hormones produites par l'hypothalamus, qui est une glande dans le cerveau. Donc, on va tromper le cerveau et on va créer une
pose dans le développement hormonal des enfants. Alors, ces molécules, moi, je les connais très, très bien. Mes collègues gynécos les connaissent très, très bien parce qu'on les utilise dans l'endométriose. Et dans l'endométriose, on nous dit bien, donc on parle de femmes adultes, hein, là, et on nous dit bien que le but, c'est de créer une ménopause artificielle, temporaire, pour pouvoir assécher les lésions d'endométriose, mais qu'il ne faut surtout pas dépasser 6 mois sur une vie, sous peine d'avoir des effets irréversibles, notamment sur la structure squelettique, sur le squelette. On va créer une ostéoporose irréversible qui ne sera pas traitable par les molécules qu'on vous vend comme étant des traitements de l'ostéoporose. Hein. Si vous avez de l'ostéoporose, foutez ça à la poubelle. C'est de la merde, les bisphosphonates. Ça crée un os rigide, cassant et mal vascularisé. Donc, ça ne marche pas. Et donc, dans le cas donc, de ces traitements d'endométriose, ce sont vraiment des traitements extrêmement difficiles à supporter. On y va vraiment à la pince à épiler et à reculons. Mais pour les enfants, comme ils ont besoin de réfléchir, on va leur donner plusieurs années. Donc, on va leur donner 2 à 3 ans. C'est le protocole des Pays-Bas. 2 à 3 ans, c'est juste bien pour qu'ils aient une transformation irréversible de leur corps. Donc, je vous ai parlé du squelette. Ça va jusqu'à des affaissements de vertèbres. Vous voyez les petites mamies là, qui sont toutes voûtées, en fait. C'est parce que leurs vertèbres se sont affaissées sous leur propre poids. Non seulement ça fait un mal de chien au niveau du dos, mais en plus, ça diminue la capacité respiratoire. Parce que vous avez une compression des poumons par la cage thoracique. Donc, on a besoin de la mobilité de nos côtes à l'arrière pour respirer, en fait. Et chez les enfants, on a même vu des nécroses de mâchoire spontanées. Donc, comme effet secondaire de ces traitements. Mais ça, c'est qu'un des effets secondaires. Il y en a d'autres. Donc, déjà, quand on leur donne, eh bien, ils vont passer par une étape ménopause, même pour les garçons. Hein. C'est quoi? C'est des maux de tête, des bouffées de chaleur, des troubles de la concentration, de l'insomnie, de la dépression. Alors, pour celles qui ne sont pas encore ménopausées, tout le monde ne vit pas ça, hein, rassurez-vous. Je ne veux pas vous faire peur, mesdames. Hein. Mais il y a des... Quand c'est iatrogène, donc quand c'est créé par des médicaments, c'est toujours beaucoup plus sévère. Donc, ces effets secondaires, peut-être que tous les enfants ne vont pas les expérimenter aussi fort, mais ça va quand même être difficile à supporter. Et on parle d'enfants de 9 à 10 ans, avant la puberté. Sinon, vous ne pouvez pas bloquer une puberté à 17 ans, c'est trop tard. Donc, on parle d'enfants qui entrent seulement en puberté. À ce moment-là, on veut pas qu'elle arrive. On veut leur permettre de penser à ça plus sereinement. Sans leur dire que ça va aussi modifier leur schéma corporel. Oui, bien sûr, on leur dit que ça va empêcher les seins de se développer, la pilosité d'arriver, mais ce qu'on ne leur dit pas, c'est que ça va aussi augmenter la masse grasse au détriment de la masse maigre, définitivement. Donc, il va y avoir là le lit pour devenir des petites boules obèses après. Il y a un impact sur la croissance et il y a un impact sur tout ce qui est cardiovasculaire. Et comme ce n'est pas suffisant, on va en plus leur dire, mais si tu te sens mieux en tant que fille ou en tant que garçon, ben, ce qu'il faut, c'est que tu prennes les hormones de ton genre déclaré, quoi. Et donc, on va rajouter des hormones à ces traitements déjà très toxiques. Des hormones pour lesquelles il n'y a pas de récepteurs prévus, ou très peu. Nous avons, mesdames, quelques récepteurs à la testostérone, c'est vrai, nous en avons. D'ailleurs, celles qui ont beaucoup de pilosité, en général, c'est parce qu'elles ont plus de récepteurs. Ce n'est pas parce qu'elles ont plus de testostérone, c'est parce qu'elles la captent mieux. Et ça, c'est souvent génétique. Et il faut voir le bassin méditerranéen. Bon. Mais donc là, on va donner des hormones de la testostérone à des filles qui ont essentiellement des récepteurs pour les œstrogènes et la progestérone, et on va donner des œstrogènes aux garçons qui ont essentiellement des récepteurs à la testostérone. Et on va espérer que ça fasse l'effet naturel. Donc, comme ça va marcher moyen, on va aussi leur proposer un peu de chirurgie, parce que de toute façon,
Si vous voulez aller jusqu'au bout, ben, il faut quand même castrer. Hein. Il faut castrer, il faut enlever les testicules, il faut enlever le pénis et il faut enlever les seins et les ovaires. Et puis bon, vous pouvez reconstruire après. Ça, on ne le fait pas sur des enfants, mais la Tavistock Clinic en Angleterre l'a fait. Hein. À partir de 14 ans, ils opéraient les jeunes, ils ont fermé. Ils ont fermé parce qu'ils ont compris, eux, que ça ne marchait pas et que ça faisait de graves dégâts. Et le Karolinska Institute en Suède a arrêté de traiter les mineurs. Ils ne s'occupent que des majeurs. Mais néanmoins, même si on est adulte, il ne faut pas rêver qu'en fabriquant un pénis avec le muscle de l'avant-bras, ça va vous donner des orgasmes. Hein. Ça n'est pas vrai. Hein. Vous pouvez toujours vous caresser l'avant-bras très longtemps. Ça ne fera probablement pas l'effet escompté. Et donc, c'est du fonctionnel, c'est de l'esthétique en fait. L'apparence, elle sera là. Mais c'est tout. Ce sera une coquille vide. Et en ayant reçu autant de médicaments et en ayant subi autant d'interventions, ça va même être pire. Ça va même être mort. Et si c'est mort, si vos parties génitales sont mortes, vous n'avez plus de plaisir, même tout seul. Et on ne leur dit pas ça. Et puis évidemment, ils sont stériles. Forcément. Et ils sont dépendants des traitements à vie. Parce que s'ils arrêtent, ils sont plus ni l'un ni l'autre, en fait, parce qu'on les a castrés. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils doivent prendre quelque chose, l'un ou l'autre. Et comme ce n'est pas bon pour le moral, ben, on va leur donner des antidépresseurs aussi. Parce que quand on ne s'aime pas, il faut chercher la cause. Et la cause, elle est rarement dans une erreur de la nature. Elle peut venir du contexte familial. Ça peut être du transgénérationnel. Ça peut être lié à du harcèlement. Ça peut être lié à un empoisonnement de l'environnement, effectivement. En Belgique, on a des PFAS maintenant quand on ouvre le robinet. Les PFAS, c'est le revêtement des poêles anti-adhésives. Mais vous n'avez pas une ménagère qui a été gratter sa poêle au-dessus de la station d'épuration d'eau. Hein. Ce sont des pesticides. Mais ils ne nous le disent pas. Vous avez les œstrogènes qu'on utilise massivement comme engrais. On dit que c'est à cause des femmes qui prennent la pilule, que ça féminise les poissons de rivière. Mais ils ne vont jamais nous dire qu'ils les utilisent comme engrais. Ça a un impact sur les enfants, c'est clair. Ça a un impact sur des petits êtres en développement. Et donc, on doit se poser les bonnes questions. Et la réponse ne va pas être on va encore rajouter des produits chimiques pour aggraver les choses, en fait. Et certes, la chirurgie est très intéressante. Quel défi technologique. Techniquement, on peut entendre que certains médecins sont passionnés par la chirurgie de transition de genre, qui peut trouver son intérêt dans les accidents de voiture, par exemple, éventuellement. Hein. Donc, une mutilation dans un accident, ou domestique ou de voiture, peu importe, ou avec une chirurgie de reconstruction sur quelqu'un qui a perdu un organe, d'accord, ok. Mais là, on est en train de se confronter à des réalités qu'on ne va pas non plus apprendre aux enfants. C'est-à-dire que si vous empêchez la croissance d'un pénis en disant on va le garder parce que quand tu auras l'âge, quand tu seras majeur, quand tu auras l'âge de faire de la chirurgie, on va le retourner comme un gant et on va faire un vagin. Ouais, mais si vous empêchez le pénis de se développer, vous allez avoir un vagin de 2,5 cm, donc complètement non fonctionnel, et vous allez avoir des jeunes qui se projetaient dans l'autre sexe et qui vont être confrontés à une impossibilité technique de réaliser ça, et une frustration immense, avec beaucoup, beaucoup de souffrance à la clé. Et puis on ne leur dit pas que quand on touche à cette zone-là, ben, il y a aussi ce qu'on appelle la vessie. Et que parfois la vessie, elle n'aime pas du tout les transitions de genre. Et il y a des incontinences. Et il y a des infections à répétition. Pour celles qui ont des cystite à répétition, on sait que c'est pénible. Eh bien, on ne dit pas ça aux jeunes. Donc, qu'est-ce que vous voulez aller dire ça à un enfant de 9 ans? Ça veut dire quoi, ça? Mamie, elle porte des langes, mais moi, non.
Enfin, voilà. Donc, on a cette dramatique banalisation de la transition de genre avec un délire de toute puissance du monde médical qui pense que tout est possible et que finalement la biologie, il faut la combattre. C'est devenu une discipline limitante. À la limite, elle est raciste, sexiste certainement. Et en plus, comme c'est bien fait, le système, il rembourse tout ça. Très, très bien. Donc, il rembourse. Vous avez le business du transgenrisme, vous pouvez aller en Thaïlande. Vous pouvez d'abord violer des petits-enfants et puis transitionner après ou inversement. Ou bien vous partez avec vos parents pour qu'ils s'occupent des petits-enfants. Non, on sait bien que la Thaïlande, c'est un lieu de tourisme où il y a beaucoup d'abus d'enfants. Et ils font aussi beaucoup de transitions là-bas et c'est pas très cher. Donc, aux États-Unis, c'est extrêmement cher, par contre, parce que la sécurité sociale, elle est inexistante. Mais chez nous, chez vous, c'est remboursé. Et en Belgique, c'est remboursé même plusieurs fois. C'est-à-dire si vous transitionnez, puis que vous regrettez, vous détransitionnez, puis que finalement, c'était mieux avant, vous retransitionnez, tout est remboursé. C'est remboursé, vous pouvez transitionner, détransitionner, retransitionner, détransitionner, retransitionner. Il n'y a pas de limite. Mais donc, pour ceux qui ont des problèmes, par exemple, de dents, je vous conseille de dire que c'est pour votre transition. Vous commencez par les dents, comme ça c'est remboursé, et après vous dites que vous avez changé d'avis. Petit clin d'œil. Non, mais on est sur un business, en fait, aussi. Donc, il y a évidemment une volonté de nuire, parce que vous allez avoir des enfants qui seront tellement, et des jeunes tellement occupés par leur propre combats, procédures, revendications et problèmes de santé, hein, qu'ils n'auront plus du tout le temps de s'intéresser à quoi que ce soit de ce qui se passe dans la société. On pourra leur proposer n'importe quoi. Puis, qui sait si à un certain moment, ils ne vont pas dire pour ta transition de genre, tu dois avoir 5 doses de vaccin Covid. Hein, sinon, tu ne veux pas aller dans l'hôpital. Voilà. Donc, on ne sait pas ce qu'ils ont en tête. On a une petite idée, mais voilà. Donc, ça aussi, ils vont évidemment céder parce que s'ils sont en procédure et puis qu'on leur interdit pour telle ou telle raison, ben, ils vont céder, ils vont accepter n'importe quoi. Et donc, il y a aujourd'hui un grand danger qui pèse sur nos enfants. Mais tout ça, ça va dans le sens du rapport Meadows. Et il y a un gars, un homme politique, je ne sais plus de quel pays d'Amérique latine, qui a dit assez récemment qu'il allait falloir dépeupler, mais en douceur. Il fallait vraiment faire diminuer, mais vite. Donc, vite. Alors, la stérilisation de la population, c'est pas très rapide comme moyen de dépeupler. Il faut attendre que naturellement ça décroisse. Donc, et éliminer les personnes plus âgées, je pense pas que ça leur ait suffi. Donc, il y a un projet qui est clairement là, de rendre malade et puis de voir mourir un certain nombre d'adultes qui de toute façon seront en excès puisque dans les 10 ans on nous promet d'être remplacés par l'intelligence artificielle. Donc tout ça c'est extrêmement logique, c'est dans une logique paraît-il, de préservation de l'espèce. Hein, on va préserver l'espèce en la détruisant en partie et en gardant que les meilleurs. Tiens, ça nous rappelle Francis Galton, c'est rigolo. Ça. Et Hitler aussi un petit peu, non et donc, pour obtenir tout ça, ben, ils ont eu besoin de bons soldats, de ceux qui ont été se mettre au poste stratégique pour arriver à nous vendre tout ça. Ils ont fait une école. Ça, c'est les Young Global Leaders. Et M. Schwab a dit qu'il était très fier d'avoir infiltré tous les niveaux de pouvoir de tous les pays avec ses élèves. Mais pour vraiment avoir des élèves aussi top que votre président, non, mais il est remarquable. Je l'admire énormément. Il fait exactement ce qu'il faut pour détruire la France. Donc, il est là pour ça. Il le fait super bien. Bon, il est un peu en compétition avec Ursula. Mais on voit bien que et son pote Trudeau, là,
On voit bien que ces gens, ben, ils ont été... il y a quelque chose qui est cassé chez eux. Il y a quelque chose qui est cassé, et ce qui est cassé, c'est l'empathie. Pas la paire de couilles, parce que je crois qu'Ursula, elle n'a pas transitionné. Elle n'en a jamais eu, Ursula. Mais on a débranché une partie de leur cerveau, la partie qui donne de l'empathie. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est basé sur des recherches qui ont démarré dans les camps. Hein, les nazis, ils étaient très créatifs pour tout ça. Et on sait bien que la Deuxième Guerre mondiale ne s'est pas vraiment terminée. Il n'y a pas eu un grand nettoyage à Nuremberg. Ils ont exfiltré tous les scientifiques qui les intéressaient. Ils se sont répartis. Les États-Unis ont pris les plus intéressants. Il y en a eu un peu en Angleterre, un petit peu en Russie, en URSS à l'époque. Et ils ont continué à bosser. Ils ont continué à faire des expériences. Aux États-Unis, ils ont fait des expériences sur des gens dans les maisons, en hospitalisation psychiatrique. Ils ont fait des expériences sur des orphelins. Ils ont fait des expériences sur des handicapés. Bill Clinton s'est excusé quand même. Il l'a dit. Il a dit, je suis désolé, on n'aurait pas dû. Et du coup, on lui a dit, c'est pas grave. T'inquiète, on te pardonne. Donc ça a continué. Et notamment des expériences sur le psychisme, pour le fragmenter. Si vous créez des traumas graves sur des enfants, vous allez avoir une personnalité qui va se fragmenter, qui va exploser. Vous allez créer de la schizophrénie en quelque sorte. C'est le programme MK Ultra. Votre président est un produit d'un programme MK Ultra. Et si vous avez un doute, regardez la différence d'âge avec sa charmante épouse, qui devrait être en prison. Couille ou pas couille, en prison, pour pédophilie. Je ne comprends même pas comment elle peut encore être réalisée, cette personne. Vraiment, voilà, je ne comprends même pas. Mais on voit bien que là, il y a un problème de couille. Ça, c'est clair. La testostérone, on la cherche. Messieurs, on la veut bien un petit peu, la testostérone, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mecs au front. Et que là, il aurait fallu attraper cette Brigitte par le pouce et l'index et la foutre en prison il y a très longtemps. Donc, si vous avez des adultes qui se comportent comme des enfants, des pervers qui se retrouvent partout dans les postes de pouvoir, qui s'arrangent pour que les lois soient détournées au profit des multinationales et des confréries plus ou moins secrètes qui semblent aux manettes dans le monde, si vous laissez les enfants en première ligne de tout ça, vous allez avoir des catastrophes dans toute la société. Et nous, parents, nous, adultes, notre rôle, c'est de travailler à protéger les enfants quoi qu'il arrive. Ils ne peuvent pas être mis en contact avec des pédophiles. Ils ne peuvent pas. Il n'est pas normal qu'ils regardent de la pornographie. Il ne faut pas les laisser devant les écrans. Et ils les donnent dans les écoles. Hein. Ils les donnent à 5 ans. Hein. C'est parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Un enfant est naturellement doué pour allumer la télé, mettre en route des DVD. Je sais pas, il est câblé pour ça. Donc, pas la peine de lui donner à l'école. Il saura le faire quand il en aura besoin vraiment, c'est-à-dire après l'adolescence. Au collège, lycée, je ne sais pas, je suis toujours perdue. Enfin, au-delà de 12 ans, quoi. Et sous contrôle parental, à temps choisi, pour éventuellement quelques travaux scolaires. Sinon, il faut qu'ils aillent jouer dehors. Donc, on est vraiment maintenant à la croisée des chemins. C'est maintenant qu'il faut qu'on se réveille. C'est maintenant qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est maintenant qu'on essaye de recimenter le lien qui a été tellement atteint par la crise Covid, parce que
On voit bien que la société, elle est fragmentée. En fait, c'est comme si nous étions un seul individu qui a subi des chocs gravissimes et qui s'est fragmenté et s'est éparpillé. Nous sommes éparpillés. Et pourtant, nous sommes nombreux à aimer nos enfants. Nous sommes nombreux à avoir envie d'avoir un travail chouette qui nous permet de vivre et qui a un sens. Nous sommes nombreux à vouloir une vraie justice, à vouloir avoir envie de nous promener dehors sans risquer d'être agressés. Pourquoi est-ce qu'ils laissent faire? Simplement, c'est parce qu'avec l'argent numérique, ça va aller tellement mieux, il n'y aura plus d'agression. Donc, on est vraiment... Il y a moyen de trouver des terrains d'entente pour se reparler tous ensemble. Je sais que vous avez souffert dans vos familles, au travail, de rejet, d'incompréhension. Ça a été très violent. Quand mon père est entré en religion vaccinale, je n'ai pas très bien compris, mais ça a été ultra violent. Il en est mort. Donc, il y a des choses, il y a des terrains qui sont moins épineux. Si vous abordez directement de front la transition de genre, on va vous traiter d'homophobe ou d'intolérant. Si vous allez sur le terrain des vaccins, on a bien vu ce que ça donnait. Si vous allez sur la justice ou sur les voitures électriques. Moi, j'adore les voitures électriques. Je trouve que c'est un terrain hyper favorable pour remettre la discussion en route, parce que qui a déjà essayé de partir d'ici pour aller à Marseille en voiture électrique? Faut combien de plein? C'est juste une réalité. C'est une réalité. C'est très compliqué. On peut dire que c'est écologique. Ça se discute très fort, hein? Très fort. Ouais, on est bien. Non, mais on est d'accord. Mais on ne sait pas quoi faire des batteries. On peut dire que c'est pour la préservation de la planète, ok. Mais qu'est-ce qu'on fait des petits noirs qui sont obligés d'aller chercher le cobalt dans les mines? Ce sont des enfants, hein. On est esclavagistes, on n'a pas changé, hein. C'est juste qu'on a mis un papier, un emballage écologique dessus, mais on est vraiment toujours au même stade. Donc ça ne nous dérange pas. Les petits noirs dans le noir, dans la mine, on ne les voit pas. Mais voilà, donc déjà, on sait que ce n'est pas écologique. Mais il y en a qui sont convaincus que ça l'est. Par contre, faites l'exercice, demandez à celui qui est si convaincu d'imaginer, de se projeter. Demain, on a tous une voiture électrique. Finalement, il nous a convaincus. C'est vrai, c'est super la voiture électrique. On a tous acheté notre voiture électrique. Très bien, il est 20 h, il faut recharger la voiture. On met tous la prise. Et qu'est-ce qui fait le réseau? Et le réseau, il fait pouf, hein. Il n'est pas prévu pour ça. Il ne peut pas tenir. Et s'il y a l'énergie verte, si il y a demain un bon gros nuage qui passe et pas de vent, ben on retourne au gaz et au charbon, hein. Donc, ça n'a rien d'écologique de recharger les voitures. Et puis, c'est compliqué. Et il y a énormément de familles qui ont une voiture électrique pour les petits trajets et puis qui ont une voiture thermique pour faire les grands. Donc, en quoi c'est logique? Eh bien, si vous amenez sur ce terrain-là, il faut sortir de la peur, en fait. Si vous partez sur un truc qui fait peur, l'immigration, ça fait peur, parce que violence dans les rues, et qu'ils n'osent pas trop l'avouer, mais ça leur fait quand même un peu peur, tous ces gens qui revendiquent la charia. Hein, c'est pas très rassurant, hein, on décapite des professeurs maintenant. Donc, mais comme c'est pas de bon ton de dire ça, parce qu'on ne veut pas être traité de raciste, on ne va pas y aller sur ce terrain-là. Le Covid, ça fait peur. Ils ont eu tellement peur qu'ils ont fait, certains, ils ont fait 8 doses pour un produit qui a été testé sur deux doses. Je sais pas, les médecins, ils sont en roue libre, hein. Donc, c'est comme si, je veux dire, c'est pas expérimental. Je refuse deux termes. Je refuse effet secondaire et je refuse expérimental. Il n'y a pas d'effet secondaire. Alors, un produit, normalement, il a une indication. Un médicament, il a une indication. Quand vous achetez le vaccin contre la grippe, il paraît que ça protège contre la grippe dans 60% des cas, les bonnes années, mais bon.
Voilà, le Doliprane, c'est un antidouleur, etc. Donc, vous avez une indication. Ici, on n'a pas la notice des injections anti-Covid, mais on sait que, grâce à l'Afrique du Sud, que ça n'a pas été testé pour empêcher d'avoir la maladie, ni pour empêcher de la transmettre. Alors, quel est le premier effet qu'on voit aujourd'hui de ces injections? Pas le premier, mais les premiers. Des turbocancers, des crises cardiaques, des AVC, des maladies neurodégénératives, des fausses couches à répétition, des malformations, de l'endométriose. Ce sont des effets primaires. Hein. Premiers effets qu'on voit, c'est des effets primaires. Donc, il n'y a pas d'effet secondaire au pseudo-vaccin anti-Covid. Il y a des effets primaires. Et bien sûr, beaucoup de sous. Hein. Et ce n'est pas expérimental. Tout simplement parce que ça a été travaillé. On ne trouve pas de l'ARN messager comme ça, sous le sabot d'un cheval. Et quand on voit que dès le début de la pandémie, 4 laboratoires qui sont concurrents, ils ne s'aiment pas, ils tirent la couverture à eux. Ils ont tous les 4 l'idée absolument, mais absurde, de travailler sur la partie la moins immunogène du virus, ces pointes, les spikes. C'est là que se produisent la plupart des mutations. La protéine de la capsule du noyau est beaucoup plus stable. Ils auraient évidemment dû travailler là-dessus. Puisqu'il n'y a pas de mutation là, ils auraient un produit qui fonctionne beaucoup mieux, beaucoup plus stable, sans rappel. Non, ils ont tous les 4 eu l'idée absolument géniale de travailler sur cette partie-là, qui allait forcément échapper au vaccin dans les mois qui suivent. Parce qu'en plus, on sait que les virus à ARN sont très instables. Ils s'échangent des parties quand ils se croisent avec d'autres. Et c'est aussi la spike, c'est aussi la partie la plus toxique. Donc vous avez 4 laboratoires concurrents qui font quelque chose qui n'a rien de logique, qui ne va pas fonctionner en termes de santé et qui va être mauvais pour la santé, qui va être mauvais pour le corps, qui va créer de l'inflammation, qui va créer des problèmes de thrombose. Vous croyez qu'ils l'ont pas préparé, ça? Et comment est-ce qu'ils ont eu tous les 4 la même idée? C'est parce qu'il y avait quelqu'un derrière qui la leur a donné, évidemment. C'est juste factuel. Puis on peut aller regarder que c'est rigolo, Moderna a breveté son vaccin anti-Covid en 2017. C'est bien aussi ça. Mais voilà, donc il n'y a ni produit expérimental, ni effet secondaire. Par contre, il y a un impact majeur sur la santé. Qu'est-ce qui va se passer quand la 5G sera installée partout? Aucune idée. On sait qu'il y a des gens qui sont devenus hypersensibles après ces injections. On sait qu'il y a des gens qui émettent un rayonnement électromagnétique qui n'est pas naturel. On sait que certains ont émis et émettent encore des adresses MAC comme des appareils connectés. On sait que tout ce qui est modifié génétiquement est breveté. Et donc, on sait que ces gens sont maintenant, ne s'appartiennent plus à eux-mêmes, ils appartiennent à ceux qui les ont modifiés. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, nos enfants sont gravement en danger. Je ne suis pas sûre de vous avoir appris grand-chose aujourd'hui, parce que je crois que vous êtes très, très informés. Mais je vous remercie de m'avoir reçu quand même. Alors, on est très nombreux. On est très nombreux à aimer nos enfants. N'oubliez pas ça. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est rétablir la communication pour pouvoir permettre aux gens de prendre conscience. Ceux qui ne se sont pas réveillés, c'est parce qu'ils n'ont pas la force psychique. Hein. Si vous les réveillez brutalement, ils vont s'effondrer. Et s'ils s'effondrent, on n'aura plus de pompiers, on n'aura plus de médecins, on n'aura plus de conducteurs de bus, on n'aura plus personne pour avoir de l'eau, de l'électricité. Donc, on a besoin de tous ces gens, plus ou moins vaillants quand même. Mais ils sont en danger, hein. Ils sont gravement en danger. Et ça va dépendre aussi de nous, qu'ils puissent tout doucement en prendre conscience. Mais il ne faut pas se décourager. Il ne faut jamais se décourager.
Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, a dit Mark Twain. Et je suis tout à fait certaine qu'en face, ces gens, même s'ils ont une technologie qui a 100 ans d'avance sur ce qu'on devine, ce qu'on sait, eh bien, ces gens vont être rattrapés par la réalité. Et cette réalité, ils ne pourront pas y échapper. Donc, il faut tenir et il faut qu'on soit vraiment bienveillants les uns envers les autres. Il faut faire société avec tout le monde. Il faut aimer tout le monde, même ceux qui vous ont mordu. Si vous essayez de sauver un chien, il vous mord parce qu'il ne comprend pas. Souvenez-vous de cette image-là. Vous allez quand même essayer de le sauver. Donc, vous êtes les lumières de demain. Merci à vous tous. Ainsi, je crois qu'on peut se poser quand même pour faire, comme on dit, comment ça s'appelle en anglais? Standing ovation. Ovation. Voilà. Je remercie pour toutes ces explications. Sachez que s'il y a des gens qui ont des questions, il n'y a pas de problème. Oui, aucun problème. Voilà, s'il y a des questions. Ah oui, mes livres. Je vais préciser une chose. Il y a des photos qui ont été prises, ne vous inquiétez pas. Les photos qu'on pourrait mettre sur le site de la Fédération unique, elles sont floutées. Je le précise tout de suite, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, à part Laurence et moi-même, bien entendu. Ah non! Voilà, mais pour les autres personnes, bien entendu, on respecte toujours ce qu'on appelle dans le cadre juridique le droit à l'image. Donc voilà, soyez rassurés. J'ai oublié, oui, j'ai oublié, je sais. Il y a des livres. Oui, voilà. Oui. Il y a également deux stands, bien entendu. Avec mes livres. Le bar est ouvert, si vous avez une petite faim ou une petite soif, il n'y a aucun problème. Et moi-même, pour les questions ou autres, je suis à votre disposition. Concernant moi, bien entendu, le cadre beaucoup plus juridique de procédure que vous auriez à instruire ou autre. Je rappelle juste que toutes les personnes qui sont adhérentes, c'est 10 € à l'année pour l'adhésion. On intervient en conseil juridique et s'il y a un dossier à ouvrir, ce dossier, comme je l'ai fait là dernièrement avec le tribunal, ce n'est que 50 €. Donc voilà. Mais nous sommes bien, on donne des conseils juridiques. On ne peut pas forcément plaider, mais tous les conseils que l'on va vous donner ont permis jusqu'à aujourd'hui, donc depuis quelques années, de gagner 100% des procédures, qu'elles étaient instruites ou simplement ont débuté. Puisque tout à l'heure, j'ai encore reçu, dans le cadre l'article 226.10, une dénonciation calomnieuse, le classement d'un dossier. Voilà. Donc il y a plein de choses à faire et on est là pour aider, être humain avant tout, se serrer les coudes parce que dans ce monde c'est pas facile, j'en conviens tout à fait. Ce que je regrette juste, c'est qu'il y ait peu de jeunes entre parenthèses, voire de très jeunes, et c'est surtout les grands-parents, les parents qui sont par ce sujet interpellés. Vous êtes tous éveillés, donc moi je remercie encore une fois Laurence, ainsi que vous-même qui êtes venus aujourd'hui. Merci à vous toutes et tous. Merci. Alors, juste un petit mot. On m'a parfois dit qu'on avait peur de parler à cause de l'ASE qui prend les enfants. J'entends bien que c'est un vrai problème, mais ne pas parler, c'est pas protéger ses enfants. On ne protège pas ses enfants par son silence. Si il faut attendre qu'ils soient effractés et abîmés pour avoir un sursaut de courage. Et je ne critique pas les mamans et les papas qui ont très très peur, hein. Mais je pense qu'on n'est pas assez unis
Et il faut évidemment consulter les juristes, puisqu'on parle, il faut porter plainte, il faut acter tout et pas se décourager. C'est vraiment comme ça qu'on y arrivera. L'ASE va être dans la tourmente parce qu'il se passe des choses là-dedans. Et donc ils ne peuvent pas prendre tous les enfants. Ils ne pourront pas prendre tous les enfants. C'est pas vrai ça. Donc il faut arrêter d'avoir peur. Courage, courage, on peut le faire, mais ensemble.